Salut à vous qui êtes de plus en plus nombreux à m'écouter et surtout à toi qui as choisi cet épisode aujourd'hui. Un épisode sur le thème de l'amour, puisque le jour de sa sortie est le 14 février, soit le jour de la Saint-Valentin. Aujourd'hui, pas de petit mélo d'informations sur un dieu en particulier, mais plutôt un mythe directement tiré de l'œuvre d'Apulée sur Cupidon et Psyché. Alors oui, je viens de dire Cupidon et Psyché, parce qu'à l'origine, ce sont les noms romains qui sont utilisés. Mais ce mythe existe aussi version grecque et il est complètement identique, donc j'utilise ici les noms grecs. Donc Cupidon, c'est Eros, et Psyché, c'est Psyché. Sur cette petite précision introductive, bienvenue dans Mythologie grecque décomplexée. Installe-toi confortablement et serre-toi un verre, je te raconte l'histoire d'un amour interdit par la déesse de l'amour, l'histoire d'Eros et Psyché. Psyché est une femme décrite par Apulée comme étant d'une perfection si rare, si merveilleuse, que les termes manquent pour l'exprimer et pour en parler dignement. À tel point que tous les habitants de son pays l'admirent, et que le bruit court qu'elle serait une divinité un peu comme Aphrodite. D'ailleurs, les voyageurs ne vont plus dans les lieux où est vénérée cette dernière. Ils délaissent son culte, ses temples, ses autels, ne font plus de sacrifices. Ils sont un peu en mode « Ouais bon, Aphrodite, elle est bien gentille, mais c'est un peu une poufiasse rancunière sur les bords, alors que Psyché, c'est un joli petit bout de femme, gentil comme tout. » Du coup, toute l'attention qui est normalement due à Aphrodite est détournée vers Psyché, qui n'a absolument rien demandé d'ailleurs. Évidemment, Aphrodite est une poufiasse rancunière et pas uniquement sur les bords, et elle apprécie pas, mais alors pas du tout ce qu'il est en train de se passer là. Alors elle décide de se venger et va chercher son fils, Eros. Eros, c'est un petit malin qui aime bien foutre le bordel un peu. Quand Aphrodite lui fait part de son envie de bousculer l'existence d'une belle jeune femme, il répond à l'appel volontiers. Aphrodite lui explique qu'elle attend de lui qu'il fasse ce qu'il fait de mieux. Provoquer en quelqu'un un amour fou. Il faut que Psyché tombe amoureuse, mais pas de n'importe qui. L'élu de son cœur doit être un loser, une raclure sociale, un malheureux, sans rien pour lui, sans argent, sans honneur, sans amour, un vaurien fini à la pisse avec une tête à chier contre, bref, le pire de tous les mecs. Quelque part, c'est un peu ce que Psyché désire. Enfin, la partie tombée amoureuse, pas la partie d'un mec horrible. En fait, on la met tellement sur un piédestal qu'aucun homme ne tombe réellement amoureux d'elle. Donc, on l'adore, mais on ne l'aime pas. Du coup, le roi son père s'adresse au dieu pour savoir ce qu'il peut être fait pour trouver un époux à sa fille. Apollon comprend la situation et propose une solution raisonnable et assez évidente quand on y pense. Il faut préparer Psyché, la parer de ses plus beaux habits et bijoux, et la guider jusqu'à un roc où on l'attachera pour l'exposer au monde. Et là, un monstre, littéralement un monstre, genre un dragon, viendra l'accueillir pour l'emmener dans sa future demeure. Donc le roi, en apprenant ça, il se dit que finalement mieux vaut être seul que mal accompagné, mais c'est trop tard. Il faut obéir à Apollon. De toute façon, ceux qui tentent de déjouer les prophéties d'Apollon finissent fatalement par les réaliser. Oedipe. Donc, à quoi bon lutter ? Par conséquent, voilà Psyché qui se retrouve attachée à son roc et tout le monde se barre. Après un moment de solitude et de frayeur, Zéphyr, qui est donc la personnification du vent d'ouest, emporte Psyché dans une vallée et la pose sur l'herbe. Là, elle est époustouflée par un palais qui se dresse devant elle. Entre les piliers en or, le plafond d'ivoire, les bas-reliefs sculptés en argent, les sols en mosaïque de pierres précieuses, les murs en or massif, la fontaine d'eau limpide et les meubles qui vont avec, on sent qu'Héphaïstos est derrière le palais et que là il avait bien fait chauffer la forge. Psyché rentre dans le palais désert et une voix lui annonce qu'elle est la maîtresse des lieux et qu'elle a des servantes. Donc elle est contente, même si ses domestiques sont invisibles, les musiciens sont invisibles, la chorale est invisible et la voix qui s'est adressée à elle est invisible. Cette voix d'ailleurs, parlons-en. Il se trouve qu'elle n'adresse plus la parole à Psyché jusqu'à ce qu'arrive la nuit et que la jeune femme se mette au lit. Là, la voix la rejoint dans le noir. La voix d'un homme caché dans l'obscurité.
il ne vient la voir que la nuit, car il refuse d'être vu. Chaque nuit, les époux se retrouvent et dorment ensemble. Oui, parce qu'ils sont mariés, du coup, Psyché, elle était là pour se marier avec quelqu'un, hein. Donc les époux se retrouvent et dorment ensemble chaque nuit, avant que se pointe le matin et que l'homme déguerpisse. Un soir, il annonce à Psyché qu'en fait, personne ne sait qu'elle est toujours en vie, puisqu'aux dernières nouvelles, elle devait se faire kidnapper par un monstre, et que du coup, en ce moment même, ses sœurs, oui, Psyché a 2 sœurs plus âgées, ses sœurs du coup sont en chemin pour aller faire leur deuil au pied du rocher où elle avait été attachée. L'homme dit à Psyché que si elle entend les pleurs de ses sœurs, que par pitié, elle ne leur réponde pas, sinon un terrible malheur se produirait. Psyché réalise qu'il lui demande de se faire passer pour morte face à ses sœurs et de les écouter pleurer sa perte sans les consoler ni même les regarder. Sa souffrance est telle qu'elle passe la journée et la nuit à larmoyer. Elle mange pas, elle se douche pas, elle reste en jogging sur le canapé toute la journée et quand son mec vient la voir, elle pleure dans ses bras. Donc le frérot, il lui dit « Ok, bon, tu sais quoi, vas-y, tu peux les regarder et leur parler. Par contre, elles vont te dire de découvrir mon visage et ça c'est non. Je réitère, tu ne dois pas céder à la curiosité sinon tu me perdras à jamais. » Alors il faut savoir que le mec de Psyché, il est red dingue d'elle. Donc, il accepte malgré lui les demandes de Psyché. C'est-à-dire que déjà, il la laisse rentrer en contact avec ses sœurs, il consent à ce qu'elle leur donne des pierres précieuses, et il accepte que les sœurs soient carrément amenées au palais, alors qu'il sait que, pour le coup, c'est vraiment un mauvais bail. Arrive le jour où les sœurs de Psyché viennent donc faire leur deuil, et celle-ci les entend pleurer, elle les appelle et elle les invite dans son palais. Là, après des retrouvailles émouvantes, les sœurs découvrent les lieux et deviennent envieuses. Elles demandent qui est l'époux de Psyché, et celle-ci invente un mensonge genre « c'est un beau jeune homme, il est à la chasse là, vous pouvez pas le voir, quel dommage !» Quand les 2 sœurs rentrent chez elles, elles sont dégoûtées. Parce que elles ont épousé des vieux cons et que leurs vies sont diamétralement opposées à celles de Psyché. Leurs pensées sont rongées par la jalousie, et elles décident que d'une façon ou d'une autre, elles finiront par provoquer la chute de Psyché en temps voulu. Yes, la famille. L'époux de Psyché lui répète nuit après nuit de se méfier de ses sœurs, qu'elles chercheront à revenir et que ce sera pas avec de nobles intentions. Il annonce d'ailleurs qu'elle est enceinte, et il la prévient. Si elle continue de garder le secret et de ne pas chercher à savoir qui il est, alors leur enfant sera un dieu. Mais si elle transgresse les règles, l'enfant sera mortel et elle se retrouvera mère célibataire. Les fameuses sœurs finissent par revenir, et après avoir été de nouveau très bien reçues par une jeune Psyché naïve et crédule, elles demandent de nouveau qui est son mari. Psyché réinvente une histoire à la mort moelle-neu, sauf que c'est pas la même histoire que la première fois, ce que les sœurs remarquent. Elles se disent que peut-être que Psyché a épousé un dieu, et cette simple possibilité les rend folles. Alors elles concoctent un plan pour mettre fin à l'idylle de la jeune femme. Elles lui disent que le bruit court selon lequel un serpent entre chaque soir dans le palais, la gueule encore dégoulinante de venin et du sang de ses victimes. Comment ça, juste des rumeurs ? Après tout, l'oracle d'Apollon n'avait-il pas annoncé qu'elle serait emportée par un terrible monstre ? D'ailleurs, le bruit qui court annoncerait aussi le début de la fin pour Psyché, qui sera, dit-on, dévorée juste après son accouchement, elle et son bébé dans la foulée. Mais si elle veut éviter ça, elle n'a qu'à planquer un couteau sous son oreiller et ce soir même, l'enfoncer dans le corps de la bête et voir disparaître l'épée de Damoclès qui pend au-dessus de sa tête. Psyché se laisse envenimer par ces paroles. Après tout, elle a jamais vu son mari. Il est toujours caché dans l'obscurité et il lui a strictement interdit de le regarder. Ça peut être que un serpent ou un monstre ou... Sauf que non, elle est complètement teubée parce que chaque nuit ils couchent ensemble. Donc tu vas pas me faire croire qu'elle a jamais effleuré un bras, une jambe, une mèche de cheveux ou quelque chose de tout de suite plus explicite. Surtout qu'il est dit dans l'œuvre d'Apulée, j'invente rien, qu'elle a plusieurs fois caressé son visage. Donc à un moment il faut remettre les pieds sur terre, c'est pas un serpent. Enfin la nuit arrive et le fameux monstre vient se coucher auprès de sa femme comme tous les soirs.
Elle attend qu'il s'endorme et saisit une lampe et un couteau et s'apprête à commettre l'irréparable. Sauf qu'elle voit enfin son mari. Fucking Cupidon, rien que ça. Enfin, Eros du coup. Un jeune homme aux traits d'ange, aux ailes délicates, aux boucles d'or, au parfum doux, donc clairement pas un monstre, bordel, elle est vraiment débile cette meuf. Elle aperçoit les flèches de Cupidon dans le carquois et décide d'en prendre une et d'appuyer la pointe contre son doigt pour voir si ça pique beaucoup. Non, là je juge pas parce que j'ai déjà fait pareil avec un compas. Sauf que la flèche est très acérée et elle se pique effectivement le doigt et la flèche la rend éperdument amoureuse de Cupidon. Eros, pardon, l'habitude. Perdue dans la contemplation de son mari, elle renverse une goutte d'huile de sa lampe et brûle l'épaule de Cupidon qui se réveille, constate qu'elle l'a trahi et s'envole par la fenêtre immédiat mal. Elle l'attrape par la jambe juste avant qu'il sorte et se fait traîner dans les airs sur une certaine distance avant de lâcher prise. Folle de chagrin, elle se jette dans un fleuve, mais celui-ci la rejette aussi car il a pitié d'elle et il a peur de ce que ferait Eros s'il apprenait qu'elle s'était noyée. Doublement rejetée, en très peu de temps, elle marche sans but jusqu'à finir dans la ville où habite une de ses sœurs. Elle va la voir et lui raconte ce qu'il s'est passé, qu'elle a suivi ses conseils et a découvert l'identité de son mari avant que celui-ci rompe les liens du mariage et la largue littéralement. Elle ajoute cependant que Eros aurait, pour la punir, annoncé qu'il épouserait la sœur à qui elle raconte cette histoire. La sœur, euphorique, se rend au rocher où Psyché avait été attachée avant son mariage et commande à Zéphyr, le vent, de l'emporter au palais. Sauf qu'elle attend pas que Zéphyr arrive, et surtout elle a aucun droit sur lui, et comme une demeurée, elle se jette dans le vide, s'écrase contre des rochers, se fait démembrer dans le processus et finit en pâté pour les mouettes. Psyché se rend dans la ville où vit sa seconde sœur, et lui raconte son malheur exactement comme elle l'a fait auparavant. La seconde sœur, également très enthousiaste, court sur le rocher, glisse, tombe dans le vide, s'écrase à son tour contre les rochers, se fait démembrer dans le processus et finit en râpe de pâté pour les mouettes. Pendant ce temps, Eros souffre, allongé dans un lit dans le palais d'Aphrodite. Celle-ci apprend qu'en fait, il s'est épris de Psyché, déboule comme une malade et lui balance des trucs horribles sur 2 pages du livre, notamment « Tu penses peut-être que je suis trop vieille pour avoir un autre fils, mais quand je veux j'en fais un autre et mieux que toi et je lui donnerai tes ailes, ton arc, ton carquois. Dès la naissance t'étais méchant, tu me l'as mise à l'envers plein de fois, petit con, petit fourbe, sale ingrat, j'ai envie de te couper les cheveux et t'arracher les ailes. » Sympa la déesse de l'amour, hein. Elle s'en va en claquant la porte et croise Déméter et Héra qui veulent la calmer mais qui lui disent avec calme et empathie « C'est pas parce qu'il aura toute sa vie une tête d'enfant que c'est un enfant et puis en fait t'es mignonne à lui en vouloir de coucher avec quelqu'un que t'aimes pas alors que tu couches avec Arès que personne n'aime et puis ça va l'hypocrisie d'en vouloir à une femme d'être belle alors que tu utilises une ceinture qui a le pouvoir de séduire n'importe qui. » Bon, j'avoue, j'ai un peu ajouté mon grain de sel, je ne porte pas Aphrodite dans mon cœur. Psyché, elle se dit que vu la situation pas folle dans laquelle elle se trouve, autant s'attirer les bonnes grâces de n'importe quel dieu pouvant l'aider. Elle trouve un temple et se met à ranger le bazar qui y règne. C'est justement un temple de Déméter, qui se rend dans le temple et rencontre la jeune femme. Psyché lui implore l'asile. Quelques jours de repos cachés dans le temple, n'importe quoi, mais Déméter lui explique que se retrouver le cul entre 2 chaises, c'est pas son truc, et qu'elle ne souhaite pas être en désaccord avec Aphrodite. Elle demande donc doucement à Psyché de quitter le temple. Celle-ci s'exécute et aperçoit plus loin un second temple. C'est cette fois un temple de Héra, qu'elle sollicite également pour être protégée. Mais Héra est également dans un conflit d'intérêts, puisqu'Aphrodite c'est sa belle-fille et qu'elles sont apparemment en plutôt bons termes. Donc elle laisse la demande de Psyché sans suite, et l'abandonne à son tour à son triste sort. L'épouse chagrinée et meurtrie par l'abandon de son mari puis des déesses, se résout à aller voir Aphrodite elle-même. Lorsqu'elle approche du palais d'Aphrodite, celle-ci apparaît devant elle, lui fait un câlin et lui dit « Pardon, je savais pas que t'es enceinte, bon, c'est trop tard, je te pardonne, bienvenue dans la famille. » Enfin, ça aurait pu se passer comme ça, mais pas du tout en fait.
Aphrodite reçoit Psyché dans son palais et ricane d'un rire, je cite, « amer et forcé, qui accompagne ordinairement une violente colère. » Tu la sens venir, la douille ? Donc notre belle déesse de l'amour et du plaisir, je rappelle, dit à sa belle-fille que « ah bah la voilà qui vient dire bonjour !» Elle appelle 2 de ses fidèles servantes, l'inquiétude et la tristesse, pour que celle-ci prenne sa bru en charge. Donc on apprend explicitement que Psyché se fait amener à l'écart, battre, persécuter de 1000 tourments, puis ramener en face d'Aphrodite. Qui ricane encore, c'est écrit dans le livre, mais quelle poufiasse! Et elle continue de mettre tacle sur tacle à Psyché comme si c'était la coupe du monde. Vas-y que tu pensais que j'allais m'attendrir parce que t'es enceinte, mais j'en ai rien à foutre, tu penses que j'ai envie qu'on m'appelle grand-mère à mon âge? Tu penses que je veux pour petit-fils l'enfant d'une gueuse comme toi? C'est même pas mon petit-fils, ton mariage est illégitime, et ce ne sera pas mon petit-fils parce que de toute façon, je ne te laisserai même pas le temps d'accoucher. Une fois qu'elle a craché sa violence, elle lance un dernier tacle sous la forme d'une agression physique en bonne et due forme, c'est-à-dire qu'elle se jette sur Psyché, lui éclate le visage, arrache ses cheveux, déchire sa robe et balance à ses pieds un mélange de blé, d'orge, de millet, de graines de pavot, de pois, de lentilles et de fèves. Elle laisse même pas le temps à Psyché d'encaisser le choc qu'elle lui dit en gros « T'es si moche que pour te faire aimer, il va falloir que tu sois utile. Alors vas-y, trie tout ce que je viens de te lancer par catégorie avant ce soir. » Et elle part assister à une fête. Elle lui dit ça, elle se barre. Donc Psyché doit trier un mélange de superfood bio avant le retour d'Aphrodite, sinon quoi, on sait pas, mais vu comment celle-ci est vénère, mieux vaut ne pas perdre de temps à se le demander. Seulement, c'est impossible. Tape sur Google millet jaune et graines de pavot, et tu comprendras que toi comme moi, le jour où on en renversera, on sortira l'aspirateur avant même d'essayer d'en récupérer la moitié. Mais heureusement, Psyché n'est pas seule. Alors qu'elle est en train de pleurer, désespérée au bout du rouleau, une fourmi la prend en pitié et elle appelle toute sa colonie pour trier les graines. Car cette fourmi, il est précisé, n'aime pas Aphrodite, elle non plus. Et quand on parle du loup, celle-ci revient de sa soirée. En constatant que toutes les graines sont triées, elle comprend que Psyché a été aidée, la traite de méchante créature, rejette faussement la faute sur Eros alors que le frérot il est toujours en train de souffrir dans son lit, puis jette un morceau de pain à Psyché et va se coucher. Le lendemain, Aphrodite revient à la charge et lui indique un groupe de béliers sauvages aux cornes bien pointues et aux dents empoisonnées, dont la toison est faite d'or. Elle lui demande d'aller chercher un peu de cette fourrure dorée. Donc Psyché y va en se disant que bon, si elle y arrive, Aphrodite la laissera peut-être tranquille. Sauf que pour rejoindre la forêt où se trouvent les béliers, il faut traverser un fleuve. Elle s'en fout et elle rentre dedans. C'est là qu'un roseau lui parle, oui un roseau, cherche pas, et lui fait comprendre que les béliers sont rendus fous furieux quand le soleil ardent chauffe leur fourrure. Le roseau recommande à Psyché de se cacher sous un platane et d'attendre que le soleil se couche pour que les béliers se calment et aillent se reposer au frais. Elle pourra ainsi récolter la fourrure qui sera accrochée aux buissons contre lesquels ils se seront frottés. Ce qu'elle fait, et rapporte v'là la fourrure à Aphrodite. Mais celle-ci sait que Psyché a été aidée, donc ça ne compte pas. Avec une pointe de condescendance, elle lui dit qu'elle veut découvrir jusqu'où vont son courage et sa prudence. Alors, elle la met de nouveau au défi. En haut d'une montagne se trouve un roc très escarpé et vertigineux, entouré de précipices. Là-haut, on trouve la source des fleuves infernaux, c'est-à-dire l'eau qui s'écoule dans un précipice pour alimenter le Styx. Le Styx, c'est le fleuve des enfers que les âmes doivent traverser après le trépas. Aphrodite ordonne à Psyché d'aller immédiatement vers ce roc pour recueillir à la source l'eau noirâtre à destination des enfers, sinon elle se verra punie, souffrant de nouveau un terrible supplice. Aphrodite, je répète, déesse de l'amour qui était à la base en mode « montre-moi si t'es utile et trie des graines, puis je te demande de faire un truc où tu risques bien ta vie, et enfin, je t'envoie à une mort certaine !» Psyché y va parce que pas le choix, et à ce stade, elle espère presque trouver la mort pour en finir avec Aphrodite qui l'a privée de son mari, abusée verbalement, défigurée, tourmentée, et qui a l'air de toute façon de souhaiter la fin de ses jours.
Et cette intention devient assez claire quand Psyché se rend compte que non seulement l'ascension du rocher est bien trop périlleuse, mais qu'en plus, la source où elle doit puiser l'eau est gardée par 2 dragons qui ne dorment jamais. Et l'eau de la source elle-même fait un bruit qui ressemble à une voix qui dit de fuir ou de périr, donc bon. Là, notre protagoniste, elle est dépitée. Elle reste immobile, elle est même pas capable de pleurer, la vie est injuste, pourquoi tant de haine, etc. Mais un oiseau des dieux s'adresse à elle, lui disant que bon là il faut laisser tomber parce que même les dieux ne s'approchent pas des eaux du Styx, alors elle, jamais de la vie. Ce faisant, il lui prend le récipient destiné à recueillir l'eau et s'envole en direction de la source. Il esquive les dragons, récupère de l'eau et remet à Psyché le vase plein d'eau infernale. Aphrodite reçoit la jeune femme avec un sourire cruel car elle n'en a pas fini de la tourmenter. Elle sait que Psyché a là encore été aidée, donc ça ne compte toujours pas. Elle lui annonce que puisque Psyché est si habile, elle doit rendre encore des services. Cette fois-ci, elle doit carrément descendre dans les enfers pour apporter une boîte à Perséphone et lui dire, je cite, « Aphrodite vous prie de lui envoyer un peu de votre beauté, seulement autant qu'il lui en faut pour un jour, parce qu'elle a usé toute la sienne pendant la maladie de son fils. » Nous apprenons donc que Aphrodite, la déesse de la beauté, est en fait comme toutes les femmes. Elle a besoin de quelques artifices pour être plus belle, comme une make-up gourou. Là, elle a beau être naïve, Psyché, elle comprend que Aphrodite la déteste au point de souhaiter la fin de ses jours depuis un moment et activement. Cependant, elle se dit qu'elle va quand même tenter et prépare son suicide pour rejoindre les enfers. Elle monte en haut d'une tour dans l'idée de se jeter dans le vide, comme ses sœurs. Sauf que la tour elle-même se met à parler, elle lui dit que si elle meurt pour de vrai, son âme se rendra certes aux enfers, mais n'en ressortira jamais. La tour, je répète, la tour explique à Psyché comment se rendre aux enfers et de façon vraiment précise en plus, vraiment, l'architecture était bien plus avancée à l'époque. Donc, que doit faire Psyché ? Eh bien, c'est très simple, très simple, très simple. Elle doit se rendre dans la ville de Lacédémone, car non loin se trouve un soupirail des enfers appelé le Ténare. Il faut qu'elle tienne un gâteau dans chaque main et 2 pièces de monnaie dans la bouche, puis passer par le soupirail et suivre un petit chemin pas trop visible. Au bout d'un moment, elle croisera un âne boiteux et son propriétaire boiteux, qui demandera de l'aide pour ramasser du petit bois qui sera tombé de l'âne. Mais il faudra qu'elle l'ignore complètement et poursuive son chemin. En arrivant au Styx, elle devra donner l'une des pièces de monnaie à Charon pour que Charon puisse lui faire traverser le fleuve. Une fois sur le bateau, elle croisera le spectre d'un vieillard qui nage et qui lui demandera de l'aide pour grimper à bord. Mais là aussi, elle devra le ghoster. C'est rigolo parce que c'est un esprit, comme si de rien n'était. De l'autre côté du fleuve, elle rencontrera des vieilles meufs en train de tisser, elles lui demanderont de l'aide, jamais 203, il faudra là encore tracer sa route. Elle arrivera enfin devant le palais de Perséphone qui est gardé par Cerbère, un gros chien à 3 têtes qu'il vaut mieux éviter de croiser parce qu'il est super féroce. Elle devra lui lancer un gâteau pour le distraire et rentrer dans le palais, et c'est pas fini. Une fois à l'intérieur, Perséphone l'invitera à s'asseoir sur une chaise pour déguster un grand festin, mais il faut refuser, s'asseoir par terre et ne manger qu'un vieux morceau de pain. Là, Perséphone demandera la raison de la venue de Psyché, elle la lui donnera, et Perséphone remettra la beauté demandée. Il faudra ensuite faire demi-tour, lancer le 2e gâteau pour repasser devant Cerbère, puis donner la 2e pièce de monnaie pour pouvoir repasser sur le fleuve et revenir du côté qui permet de sortir et rejoindre les vivants. Psyché, qui a une mémoire incroyable, fait tout ça, et ressort donc des enfers avec la boîte dans laquelle Perséphone a posé ce qu'on lui a demandé. Évidemment, Psyché ne doit pas ouvrir cette boîte. T'imagines ton livreur Amazon qui regarde l'intérieur de ton colis, bah là c'est le même principe. Seulement, en chemin pour le palais d'Aphrodite, une idée traverse la tête de Psyché. Ça se présente comment exactement la beauté ? Et si elle en prenait et qu'elle en gardait un peu pour elle ? Après tout, elle est griffée de partout, ses cheveux ont été arrachés, là elle est vraiment moche, et comme elle compte quand même se présenter devant Eros à un moment ou un autre, elle en aurait un peu quand même besoin. Elle ouvre donc la boîte,
mais à sa grande surprise, tout ce qu'il en sort est une fumée noire et épaisse, infernale, qui l'entoure et provoque la perte de sa conscience. Elle s'évanouit aussitôt, dans un état quasi mort, caput, finito. Heureusement, Eros est enfin soigné de sa brûlure, et maintenant qu'il est requinqué, il part à la recherche de sa femme. Il la trouve assez vite et a le temps de remettre toute la fumée dans la boîte, et il sort une de ses flèches et pique Psyché pour la réveiller. Il pourrait lui dire bonjour, mais il lui dit plutôt « Bah dis donc, t'as un sacré problème avec la curiosité, à un moment il va falloir respecter les consignes en fait. » Bref, reprends la boîte et va voir Aphrodite, je me charge du reste. Quand Eros dit qu'il se charge du reste, c'est juste qu'il va cafeter à Zeus pour contenir Aphrodite, qui sans aucun doute aura préparé une autre épreuve pour Psyché. Donc il s'envole jusqu'au mont Olympe et demande de l'aide au maître des dieux. Zeus tient alors ce discours lunaire, dont je te prie de croire que si je l'ai paraphrasé, je n'ai en revanche rien ajouté. Eros, bien que tu ne me donnes jamais le respect que tu devrais me donner, que tu m'aies niqué ma réputation à me faire pécho tout ce qui bouge, quitte à me transformer en flamme, en bête féroce, en reptile, en taureau, en oiseau, bien que tu sois un petit saligo donc, eh bien je t'ai quand même vu grandir et je t'aime bien, alors j'accepte ta requête, à condition que si tu vois une jolie demoiselle bien fraîche et désirable, remercie-moi en la rendant sensible à mon ardeur. Nous savons donc que si Zeus a sauté la moitié de la Grèce avec ou sans consentement, il est apparemment pas à 100% à l'origine de ses envies contre les bonnes mœurs. Nous savons également qu'il est quand même giga chaud du slip et qu'il aimerait bien que ces gentes dames viennent à lui au lieu de devoir trouver des subterfuges perchés pour les choper. Bref. Zeus demande à Hermès, le dieu messager, de convoquer une assemblée de dieux pour annoncer que ça fait trop longtemps qu'Eros fout un peu la merde partout et que si on pouvait le calmer en modérant ses passions par les liens du mariage, ce serait pas mal. Et ça tombe bien, parce qu'il a flashé sur Psyché, alors le problème est réglé. Il dit à Aphrodite « Et toi, lâche-lui la grappe. Si ça te saoule tant que ta descendance ne soit pas 100% divine, déjà c'est raciste, et ensuite je vais faire en sorte que Psyché ne soit pas une mortelle comme ça t'es contente, et leur union sera légitime. » Bon, Zeus ne le sait pas forcément, mais on se rappellera que le problème principal d'Aphrodite, c'était pas la mortalité de Psyché, c'était sa beauté. Mais on se tait. Zeus offre donc une coupe d'ambroisie à Psyché, qui rend Psyché immortelle, et les deux époux sont désormais liés par les liens du mariage éternel. Une superbe fête est lancée en l'honneur, où un délicieux vin est servi par Dionysos, Héphaïstos s'occupe d'apprêter les mets, les grâces, les heures et les muses s'occupent de parfumer, fleurir et ambiancer le banquet, accompagnés d'un satyre et de Pan qui jouent de la flûte, d'Apollon qui dégaine sa lyre et se met à chanter, et enfin Aphrodite qui, après avoir été une grosse poufiasse, se met à danser. Plus tard, l'enfant que porte Psyché naît enfin. C'est une jeune fille que elle et Eros appellent la volupté. Eros et Psyché peuvent enfin vivre leur idylle sereinement, sans redouter une quelconque épée de Damoclès ou un coup de pute du destin ou d'Aphrodite. Et voilà, c'est enfin la fin. J'espère que cette histoire d'amour qui commence mal et continue très mal et finit bien. Je vais pas faire une conclusion beaucoup plus longue que ça parce que c'est déjà beaucoup trop long. En tout cas, voilà. Sur ce, je te souhaite une bonne Saint-Valentin, un bon reste de mois de février. Quant à moi, je te retrouverai d'ici 15 jours avec un nouvel épisode de Mythologie grecque décomplexée. C'était Margot pour te divertir, n'hésite pas à me faire tes retours. Et puis, ciao quoi!